On ne le dira jamais assez. Les sénateurs portent la voix des collectivités territoriales décentralisées. Après décision favorable du Conseil électoral de l'ECAM, les potentiels sénateurs, à travers leur formation politique d'appartenance, vont engager la campagne électorale auprès des grands électeurs selon le calendrier fixé à cet effet. Rappelons que les formations politiques désignent selon les critères objectifs et de représentativité leurs candidats. On parlera alors d'investiture, comme l'indique le professeur Ngangoyombi, après avoir présenté le cadre légal des élections sénatoriales. Il faut rappeler tout d'abord que le Sénat est prévu par la Constitution. Donc pour les élections sénatoriales, on va se référer à un ensemble de tests, notamment le code électoral de 2012 tel que modifié. On va se référer également à la loi organique portant fonctionnement et organisation du Conseil constitutionnel. On se référera également à un certain nombre d'actes réglementaires, notamment le décret qui porte convocation du collège électoral, le décret présidentiel. Ce sont les partis politiques qui proposent des candidats. Alors, on parle d'investiture. Et je voudrais rappeler que le Conseil constitutionnel n'est pas juge de l'investiture. Oui. Parce que la question de l'investiture est une question interne aux partis politiques. Oui. Donc, dans plusieurs décisions, le Conseil constitutionnel camerounais a clairement affirmé qu'il n'est pas juge de l'investiture. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, la question de l'investiture est une question interne à chaque parti politique. Je crois qu'au sein des partis politiques, il y a des instances habilitées, n'est-ce pas, à connaître des questions d'investiture. Donc, cela donne lieu généralement à des passes d'armes, mais c'est une question qui est réglée, n'est-ce pas, au plan interne. Donc, le Conseil constitutionnel a précisé dans l'affaire Sakilamine, n'est-ce pas, l'une des premières affaires du Conseil constitutionnel, si ce n'est la première affaire, dans l'affaire Amadou Ahidjo, n'est-ce pas, l'affaire qui concerne les sénatoriales, ou encore l'affaire Baléguette, Côte-Pierre, qui concerne l'investiture au sein de l'UPC. Donc il y avait deux tendances qui s'opposaient et les membres de ce parti politique ont demandé au Conseil de les départager. Donc, le Conseil a saisi cette occasion pour préciser qu'il n'est pas juge de l'investiture. Les partis politiques devraient alors faire preuve de concertation profonde et de maturité quant au choix de leurs représentants. Les critères établis sont en rapport avec ceux élaborés par le Conseil électoral de l'ECAM afin d'éviter de plonger dans les motifs du rejet. Il faut également rappeler que, présent à l'Assemblée ou non, toute formation politique peut candidater aux élections sénatoriales. Non, il n'est pas exigé des partis politiques qui soient représentés à l'Assemblée. Donc, le parti politique, normalement, peut présenter des listes, mais il y a un certain nombre de précisions qui doivent être faites. Donc, la liste, par exemple, doit refléter la composition sociologique. Donc, on peut sanctionner une liste parce qu'elle ne reflète pas la composition sociologique de la circonscription. Donc, on peut également, et ça, c'est une extension prétorienne qui a été réalisée par le Conseil constitutionnel, il a estimé que lorsqu'une liste ne prenait pas en compte le paramètre genre, n'est-ce pas, une liste qui n'était constituée que d'hommes, n'est-ce pas, et pas des femmes, on a estimé que cette liste ne répondait pas aux conditions légales. Oui. Bon, après ça, il y a un certain nombre d'exigences, notamment le paiement de la caution. Parlons de la composante sociologique justement. Idéologie, genre, ethnie, âge, appartenance religieuse, les éléments à prendre en compte sont relativisés mais encadrés. Bon, je ne crois pas qu'on puisse aller jusque-là. Bon, en l'état actuel et en faisant une interprétation historique de la Constitution, l'on peut dire que c'est la donnée ethnique qui est prise en compte. Lorsqu'on regarde comment est-ce que la Cour suprême a appliqué cette jurisprudence en tant que juge transitoire, mais également
dans d'autres contentieux dont il a la charge, notamment le contentieux des élections locales. Lorsqu'on examine également la jurisprudence du Conseil constitutionnel, on se rend compte que c'est la composante ethnique qui est prise en compte. Bon, s'agissant de la jurisprudence de la Cour suprême, il y a un arrêt dont j'ai oublié le nom, qui concerne les listes qui avaient été constituées, n'est-ce pas, au niveau de Tchang, la circonscription de Tchang, et on a estimé que ces listes n'avaient pas intégré, n'est-ce pas, les chefs traditionnels, les chefs beaux de Nkonsamba. Donc on a estimé que ces listes ne répondaient pas à la composition sociologique. Donc j'ai appelé également une décision du Conseil constitutionnel où on a estimé que la liste était composée essentiellement des noms d'une seule ethnie, alors que la circonscription comportait plusieurs ethnies. Donc le Conseil n'est pas encore allé jusqu'à intégrer la dimension religieuse. L'extension que le Conseil a réalisée, je l'ai souligné tout à l'heure, et c'est tout à son honneur, c'est sur la base de cette disposition, considérer que la liste doit prendre en compte un nombre important de femmes. Et dans certaines situations, on a estimé que la liste doit être constituée d'un homme et d'une femme. Si l'on s'en tient aux critères objectifs de la composante sociologique, peut-on les appliquer avec neutralité dans certaines régions comme le littoral, du fait de son caractère cosmopolite? Oui, c'est une question difficile, mais je crois que c'est une question qui doit être déterminée au cas par cas. Donc c'est une question sur laquelle on a déjà des grandes données qui nous permettent d'avancer des explications théoriques. Donc je crois qu'il faudrait une masse de décisions qui nous permettent de dégager des critères objectifs. Je crois que ce que le président de la République prend en compte, c'est davantage la représentativité politique. Alors, si je me réfère au Sénat sortant, donc au thème de l'élection, des élections, autant pour moi, de 2018, on a un Sénat qui est arrivé, qui était constitué, disons, lorsqu'on prend en compte les 70 postes à pouvoir, le RDPC a largement porté avec 63 postes, suivi 63, sièges, suivi du SDF avec 7 sièges. Oui. Donc vous voyez que les 70 ne permettent pas la représentation de tous les courants politiques. Donc le président de la République, dans la possibilité qui lui est donnée de nommer 30 sénateurs, va essayer de faire, n'est-ce pas, un macro-dosage politique, n'est-ce pas, en tenant compte des grandes tendances politiques. Ça peut être l'UNDP, le MDR, ça peut être, généralement, ce sont des partis qui peuvent être qualifiés partis de la mouvance présidentielle. Au-delà de cette procédure, il est possible de creuser sur une autre formule des élections sénatoriales et de la valeur ajoutée de cette formule. Le mode de candidature indépendante pourrait susciter un intérêt. Nous ne sommes pas encore arrivés à cela. Donc, il y a généralement la candidature indépendante obéit à un certain nombre de conditions, un certain nombre de signatures, et on l'applique généralement pour l'élection présidentielle, n'est-ce pas, où on exige un certain nombre de signatures. Donc, candidature indépendante, qu'est-ce que j'en pense? Je crois que le professeur Luc Donfak a écrit un article sur les candidatures indépendantes. C'est bien sûr la liberté des candidats, mais je crois que les partis politiques ont un rôle important à jouer. Si ce rôle n'est pas dévoyé, les partis politiques doivent encadrer, n'est-ce pas, les candidats, et ce n'est pas assez mal pour les partis politiques d'investir. Donc, ce qui est mauvais, c'est lorsque l'investiture donne lieu à de mauvaises pratiques, telles que le monnayage, d'autres pratiques telles la corruption. Donc, je pense que les partis politiques ont un rôle à jouer et que les candidatures indépendantes peuvent être réservées à l'élection présidentielle. Ça ne me pose pas de problème. Prof, qui vote les sénateurs? Alors, l'élection des sénateurs constitue ce qu'on appelle un suffrage indirect
et qui vote, c'est un collège électoral. Ce n'est pas tout citoyen. Donc le collège électoral qui vote les sénateurs est en réalité constitué des conseillers municipaux et des conseillers régionaux. Donc je rappelle que c'est la première fois que les conseillers régionaux vont constituer le collège électoral. Vous savez que la région n'a été que très récemment mise en place. Oui. Donc on a un collège électoral et si nous faisons des calculs très rapides, on se rend compte que ce collège électoral sera constitué environ de 11 470 grands électeurs, pour reprendre une terminologie n'est-ce pas, propre aux États-Unis. Donc on aura 11 470 grands électeurs, parmi lesquels 870 conseillers régionaux et 10 600 conseillers municipaux. Donc voilà, en quelque sorte, le collège électoral. À chaque formation politique en lice, il revient aux conseillers régionaux et municipaux de choisir les plus aptes à parler au nom des collectivités territoriales décentralisées.